Bonjour Olivier Weber, Bonjour. bienvenue au 23e rendez-vous international du carnet de voyage. Vous êtes l'invité d'honneur de cette édition, on est ravis. Expliquez-nous comment on passe de journaliste économique à grand reporter. Alors, bon, pour moi, c'était une donnée de base, hein. Dès le départ, je voulais être écrivain et grand reporter, ou grand reporter et écrivain, donc écrire et voyager dans les deux sens. Et voilà, donc j'ai fait des études d'économie et de droit pour pouvoir faire du journalisme économique. J'ai fait du journalisme économique et financier, et du reportage économique ensuite, et puis du reportage tout court. Donc pour moi, voilà, c'était, comment dirais-je, une tactique, on va dire, pour pouvoir accéder à ces deux métiers, à la fois l'écriture de reportages et puis après l'écriture de livres. Voilà, donc c'était plutôt planifié avec des études en France et à San Francisco. Et vous avez voyagé à de nombreuses reprises en Afghanistan. Vous avez notamment rencontré le commandant Massoud. Comment une telle rencontre se prépare? Alors c'est beaucoup de travail parce que évidemment il faut voir beaucoup de monde à l'étranger ou à Paris en l'occurrence. Et je suis rentré la première fois en Afghanistan avec des résistants afghans que je connaissais. Et tout ça prend des mois, des mois, des mois. Je suis tombé sur les forces du commandant Massoud, donc qui à l'époque combattait dans différentes parties de l'Afghanistan, dont à Kandahar d'ailleurs, pour une partie de son groupe politique de l'époque. Et j'ai pu le rencontrer ensuite. Donc voilà, c'était beaucoup de contacts, beaucoup d'efforts aussi, parce que c'est pas toujours évident de franchir des lignes, même et surtout dans les maquis de la guérilla en Afghanistan. Et j'ai été comment dirais-je, relativement conquis par le personnage qui reste un seigneur de guerre, mais qui avait une vision à la fois pour sa vallée, la fameuse vallée du Panjshir, qui était presque un État dans l'État en fait, et puis deuxièmement pour l'Afghanistan, avec une vision modérée, avec l'acceptation des femmes humanitaires françaises en particulier, et voilà, un homme très simple, charismatique, qui était un vrai stratège également, et un maître de la guérilla, et qui était donc fascinant à plein d'égards. Parmi les nombreux conflits que vous avez couverts en tant que journaliste, donc en Érythrée, Cambodge, Afghanistan, Kurdistan, Irak, Iran, Arménie et j'en passe, lequel vous a le plus marqué? Moi, je dirais qu'il y en a deux. D'abord, l'Érythrée, parce que c'était le sujet de ma thèse de droit international, ma thèse de doctorat, et c'était le récit d'une désillusion. Je suis allé là-bas et j'ai fait aussi des reportages pour la presse internationale, la presse britannique et française. Et en fait, j'ai rencontré entre autres le chef de la guérilla, Isaias Afewerki, et qui s'est trouvé être, une fois que l'Érythrée, cette province de l'Éthiopie, est devenue indépendante, qui s'est trouvé donc devenir l'un des pires dictateurs de la planète, selon les critères des ONG des droits de l'homme, dont Amnesty International. Et donc c'est un peu le voyage d'une désillusion. Et puis deuxièmement, l'Afghanistan, parce que c'est un pays de cœur, c'est un pays où il y a, ça peut paraître bizarre, mais une vraie noblesse d'âme, une noblesse de cœur de la part des Afghanes et des Afghans. On était accepté avant le régime des talibans, de quelque origine que l'on soit, de quelque confession que l'on soit. Et c'est un pays qui est beau, malheureusement, qui subit encore une histoire tragique. Mais j'ai encore envie de contribuer à le faire connaître par des romans. J'ai écrit plusieurs romans en Afghanistan, mais aussi par des récits, voire par des documentaires. Et vous avez aussi fait de nombreuses missions humanitaires. Est-ce que pour vous c'est un devoir? Oui, je trouve que l'humanitaire est un engagement, l'humanitaire est une forme d'humanisme, et c'est plus que la définition, c'est vraiment un côté éthique, d'empathie, de compassion. Ça peut être décrié, il faut montrer aussi les limites de l'action humanitaire, mais en tout cas, c'est une formidable espérance, et ce qu'on appelle la société civile, et les acteurs non étatiques que représentent les ONG de par le monde, et il y en a des dizaines de milliers, et c'est plus du tout le sans-frontiérisme des pays du Nord, ce sont maintenant des pays du Sud qui se sont emparés de l'action humanitaire, eh bien, constitue une sorte de, comment dirais-je, oui, représente des acteurs à part entière de la scène internationale au même titre que les États ou que les organisations internationales du type Croix-Rouge, ONU, etc. Donc, d'abord, c'est un vrai rôle pragmatique sur le terrain, que ce soit aider des enfants défavorisés dans les townships, les bidonvilles de Soweto en Afrique du Sud, que ce soit des mères de desaparecidos, c'est-à-dire de disparus, dû à la guerre des cartels au Mexique, que ce soit des femmes et des hommes qui s'occupent des quartiers de Calcutta en Inde, qui ne sont pas assez salubres, que ce soit aussi des associations au Pakistan, l'un des grands pays du monde, 200 millions d'habitants, qui s'occupent d'une éducation laïque et non pas religieuse radicale pour les enfants de Karachi, la grande ville du Pakistan, etc., etc. Les exemples sont légion et témoignent de cette vivacité dans le Sud, et je trouve que c'est fabuleux. Ce n'est pas tout, mais pour moi, c'est quand même indispensable que de pouvoir promouvoir, de pouvoir aider ces ONG de par le monde.
Oui, vous êtes au festival pendant 3 jours, on le disait. Vous allez notamment participer à un grand débat intitulé Arménie, un peuple millénaire en danger, durant lequel on verra des extraits du film documentaire Si je t'oublie Arménie, réalisé par Christophe Rella. À quand remonte votre découverte de l'Arménie? Oh, je vais en Arménie depuis à peu près 30 ans. J'ai écrit mon premier livre en partie là-bas, Voyage au pays de toutes les Russies, mais aussi dans d'autres régions de l'ex-URSS. Et voilà, je trouve que parmi la vingtaine de guérillas et de guerres que j'ai pu couvrir pour mes romans, mes livres et mes reportages, la guerre au Haut-Karabakh, cette enclave arménienne qui a été conquise malheureusement il y a quelques semaines par l'Azerbaïdjan et qui est pourtant une terre millénaire pour les Arméniens et même l'un des berceaux de l'Arménie. Et bien donc j'ai pu vivre dans ces espaces-là et je retourne pour témoigner. Malheureusement, c'est un moment tragique pour le peuple arménien qui encore une fois est un peuple qui est là depuis des milliers d'années sur ces terres. Et c'est un territoire de montagne, à la fois très solide et à la fois très fragile. Pourquoi? Parce que ce petit peuple de moins de 3 millions d'habitants est soumis au jeu de ce que j'ai appelé dans mes livres les néo-empires, des anciens empires qui redeviennent des empires expansionnistes, que ce soit la Turquie, la Russie et puis l'Iran, avec un autre ennemi qui est l'Azerbaïdjan. Et je crois qu'il faut défendre pour des raisons éthiques, simplement des questions morales, ce que représente l'Arménie en termes de liberté d'expression. Malheureusement, évidemment, c'est un pays qui est menacé aujourd'hui plus que jamais. Et pourquoi, plus d'un siècle après le génocide arménien de 1915, l'histoire se répète? Alors l'histoire se répète ou risque de se répéter parce que il y a les ambitions d'un côté de la Turquie d'Erdogan, le président turc que j'ai pu rencontrer, et qui veut créer ses propres routes de la soie, une sorte de corridor pan-turc, pan-touranien, depuis Istanbul jusqu'aux montagnes de l'Asie centrale au Kirghizistan, avec un espace qui le gêne au milieu, qui est l'Arménie. Idem pour son équivalent, son homologue en Azerbaïdjan, qui est un dictateur, Aliyev, qui veut menacer littéralement donc l'Arménie, qui a déjà récupéré, qui a déjà occupé ce territoire de 120 000 habitants, dont 30 000 enfants, qui est le Haut-Karabakh. Et donc, sous couvert de l'actualité internationale, de la guerre au Moyen-Orient, de la guerre en Ukraine, Aliyev se sent pousser des ailes. Et je trouve que les pays occidentaux n'ont pas été assez courageux avec l'Arménie et n'ont pas montré assez leur force pour dire non à l'agression, non à la dictature et non à ses ambitions impérialistes. Et justement, est-ce que la France ou l'Europe auraient pu faire davantage? Et Oui, comment? oui, je suis déçu avec certains amis autres écrivains que la France n'ait pas fait plus. Pourquoi? Parce que d'abord, la France est le pays des droits de l'homme, c'est une vraie démocratie, quoi qu'on en dise, même s'il faut l'améliorer sans cesse. Et puis deuxièmement, rappelez-vous, c'était une terre d'accueil depuis le génocide de 1915 que vous mentionniez à l'instant, le génocide qui a fait 1,5 million de morts arméniens, donc perpétrés par les jeunes Turcs dans l'Empire ottoman finissant. Eh bien, une partie de ces survivants ont pu être accueillis en France. Donc, c'est une terre d'accueil que la France. C'est une terre importante pour les Arméniens. C'est une patrie, un pays où il y a 600 000 Français d'origine arménienne. Et là, je pense que la France aurait pu faire preuve de courage, aurait pu faire preuve d'audace. On a proposé avec certains écrivains, Pascal Bruckner, Sylvain Tesson et d'autres, au président Macron, que de créer une conférence internationale, que d'aller à Yerevan, la capitale de l'Arménie, pour témoigner, etc., etc. Et malheureusement, cela n'a pas été suivi d'effet. On est assez déçus, mais je pense qu'il faut continuer le combat, il faut continuer à plaider pour la cause arménienne et surtout à faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés dans cette région du monde. Vous avez aussi une actualité littéraire, le roman Dans l'œil de l'archange, publié cette année aux éditions Calman-Lévy. Que raconte ce roman? Alors c'est un roman, j'ai commencé il y a très longtemps en fait, j'avais écrit 100 pages que j'ai déchiré, c'est l'histoire d'une femme qui a vraiment existé, qui était reporter de guerre, qui est morte à 27 ans. La première reporter de guerre à mourir sur un théâtre d'opération pendant la guerre d'Espagne, qui a duré 3 ans, de 1936 à 1939, Gerda Taro, et sur laquelle on ne sait pas grand-chose, qu'elle est morte jeune, elle avait un talent fou. Et pour moi, c'était l'occasion d'abord de me mettre dans la peau de cette femme, et puis deuxièmement de parler du métier de reporter de guerre. Pourquoi on prend des risques? Pourquoi on va voir la guerre? Qu'est-ce qu'on rapporte? Comment on revient? Est-ce qu'on ne revient pas chez soi fracassé par ce qu'on a vu, par le témoignage, par le récit des victimes, par ces victimes qui sont en fait de plus en plus des victimes civiles? Donc voilà, ce sont des questions qui me passionnent. Et puis troisièmement aussi, la guerre d'Espagne, parce que la guerre d'Espagne a été la répétition de la Deuxième Guerre mondiale. Staline a fait en sorte que les républicains qui étaient au pouvoir en Espagne perdent contre les franquistes, du général Franco, aidés par Hitler. Hitler a compris qu'il pouvait attaquer la Pologne, la Belgique et la France, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est aussi un livre pour parler, au-delà de l'histoire d'amour, au-delà de l'histoire
l'intrigue policière qui est à l'intérieur, voire politique, c'est pour parler aussi de, voilà, du fait qu'il faut faire attention aux dictatures de par le monde qui reviennent actuellement sur le terrain. Et ce n'est pas banal. Et je crois que c'est important pour les pays démocratiques de réagir. Et voilà, c'est un livre d'amour, mais aussi un livre d'espérance. Au festival, on aime en savoir plus sur les goûts des artistes avec qui on discute. Je vous donne plusieurs réponses. Vous choisissez une des réponses. Vous êtes plutôt récit de voyage, roman ou BD? Je dirais récit de voyage, mais ça peut être un roman du réel qui raconte la réalité du voyage, des rencontres, à travers des personnages soit totalement inventés, soit en partie issus du réel. Et je crois qu'un roman n'est jamais une pure fiction. Au contraire, on y met ses tripes, on y met son vécu, on y met aussi son empathie pour les autres. Et voilà, donc je suis un peu hybride entre le récit du réel et puis le roman qui parle aussi du réel. Vous êtes plutôt Robert Capa, Man Ray et La Maillard ou Florence Artaud? Je serais plutôt Ella Maillard. Pourquoi? Parce que c'est une écrivaine, une aventurière, qui a mêlé un peu les deux, on va dire, à la fois l'écriture enfermée dans une maison à Chaleur-Montagne, mais aussi la manie du voyage, hein, ce qu'on appelle la dromomanie, cette espèce de course en avant, de fuite en avant, dans le bon sens du terme, parce que c'est souvent perçu comme étant négatif. Non, c'est aussi un moyen d'aller vers l'autre, peut-être pour ma part, de vivre une mélancolie, mais une mélancolie très positive qui me permet d'être créatif. Donc voilà, je serais plutôt dans la peau d'une femme et suissesse de surcroît. Vous êtes plutôt Afrique, Amérique, Asie ou Europe? Bonne question. Bon, je dirais Asie, parce que l'Asie, c'est un continent extrêmement large. On peut y mettre la Sibérie, la Chine, évidemment, mais aussi l'Asie centrale. Donc, ces steppes que j'adore, ces paysages de l'Himalaya, les paysages de l'Afghanistan. Vous êtes plutôt jazz, rock ou métal? Rock. Et vous créez dans quel environnement pour écrire? Est-ce que vous avez besoin de musique? Comment vous travaillez? Calme plat, silence total, dictatorial, un mur blanc. Si c'est la mer, je suis pas trop inspiré parce que c'est tellement inspirant que je suis distrait. Mais ça peut être écrire à la montagne également, mais toujours devant un mur blanc. Écrire comme un moine pendant 5, 6, 7 heures, 8 heures, puis après reprendre le chemin des sommets. Et enfin, vous êtes plutôt Il faut aller voir, donc des La Maillard, où on croit qu'on fait un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Toutes les manières de voir le monde sont bonnes pourvu qu'on en revienne, de Nicolas Bouvier. Oui, plutôt Nicolas Bouvier, bien que j'adore évidemment la citation du festival et d'Ella Maillard. Mais voilà, cette remise en question perpétuelle, un homme que j'ai pu rencontrer à Singapour, peu de temps avant qu'il ne meure. Et voilà, le fait qu'on se remette en question, que le voyage vous fait et vous défait effectivement. Donc voilà, on apprend beaucoup sur soi, on apprend beaucoup des autres. Et c'est aussi remettre en question ses certitudes et dire qu'on est en proie au doute. Moi, je suis en proie au doute, presque au sens socratique du terme, et j'aime bien cette remise en question. C'est vital pour moi. Et quel est le rêve qu'il vous reste à accomplir, Olivier? Un seul. Oh là là, un seul. Bonne question. Je sais pas, parce qu'il y en a tellement, mais j'aimerais retourner en Afghanistan. Quand le pays sera libre, voilà. Quand le pays sera libre, revoir mes amis hommes, mes amis femmes, les aider, témoigner à nouveau. Je vous donne un billet sans retour, où allez-vous? Donc vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Là, tout de suite, là? Oui. Au bout du monde ou pas? Où vous voulez. Le billet est offert par l'association. Allez, on va dire les îles Marquises. Et c'est loin. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît là-bas? Le dépaysement, l'accueil, peut-être revoir aussi, être sur les traces, ou c'est les traces, façon de parler, de Stevenson, de Jack London, qui m'ont fait rêver, qui ont rêvé là-bas. Donc, banco pour partir aux îles Marquises. Et dernière question, quel est votre coup de cœur du festival? Est-ce qu'il y a un artiste qui vous plaît particulièrement? Alors, il y en a plein. Alors, d'abord, chapeau le festival, chapeau la programmation. Ça fait 3 ou 4 fois que je viens. À chaque fois, j'apprends beaucoup de choses. Il y a un renouvellement qui est formidable. Franchement, en tant que public, en tant qu'écrivain, je trouve que c'est superbe. Donc, voilà, il y a beaucoup de personnages fascinants que je connais ou que je ne connais pas, mais je donnerai mon coup de cœur cette année à Christophe Rella, qui est un éditeur, photographe, réalisateur, qui fait plein de choses, qui est éclectique et qui nous aide aussi à raconter la beauté du monde. Un grand merci Olivier, on vous retrouve jusqu'à dimanche au festival. Au revoir.